Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance numéro 131 pour la seconde partie d'une émission dédiée à Donald Winnicott par Joël Clerget. Émission donc intellectuelle et technique aujourd'hui. Ne bougez pas, on y va tout de suite. Nous avions fait une émission ici avec monsieur Thierry Lavergne, pédopsychiatre et psychanalyste, sur le doudou. Il nous avait expliqué que le doudou, en fait, était une extension de la mère, un morceau de la mère que l'enfant emmenait avec lui. Vous confirmez ou vous infirmez ? Je confirmerais plutôt dans le sens où... Alors, ce qui ferait que ça puisse être un objet transitionnel, c'est que ce soit un morceau de la mère séparé de la mère. Bien sûr, tout à fait. Mais il y a l'odeur dedans, et puis après, l'objet est associé à l'odeur. Oui, alors, bien après, il y a l'odeur, comme on dit en latin, sui generis, d'ailleurs, bien propre à l'enfant. Hein. D'ailleurs, les enfants reconnaissent leur doudou au milieu de beaucoup d'autres, si on les mélangeait. Oui, parce que l'ancrage se fait avec l'odeur, mais après, le doudou devient indépendant, et il a une association d'idées qui se crée alors lui-même, alors qu'il ne sent plus forcément l'odeur de la mère. Ah voilà, exactement. On pourrait dire qu'à partir du moment où il est plus rempli de l'odeur du bébé, notamment de sa salive, de tout ce qui va avec, que du corps de la mère, il a déjà réalisé une fonction de transition. Tout à fait. De transition vers le monde, vers une altérité, vers justement un autre être que la maman. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, c'est qu'il y a encore des gens qui ont des doudous traditionnels, c'est-à-dire qu'en fait, avoir un objet fétiche que l'on a toujours avec lui se rapprocherait à ce concept. Alors, justement, ça, Winnicott l'a distingué, François Dolto le distinguait beaucoup. L'objet fétiche n'est pas un objet transitionnel, puisque il ramène sur le fétichisme de l'objet. Bon, pourquoi pas, c'est un événement tout à fait. Le porte-bonheur, quelque chose qu'on aime bien avoir avec soi, parce qu'il y a une bonne association d'idées ou d'émotions qui lui est ancrée. Absolument, on peut tenir à des objets parce que on les a, par exemple, parce qu'ils ont été présents dans une période difficile de vie, et puis on en garde quelque chose. Ou au contraire, tout à fait. Bien sûr. Ou on veut envoyer balader un objet auquel on ne veut plus penser parce que ça est lié à quelque chose de désastreux. Ou un bon souvenir, au contraire, qu'on veut garder. Oui. Voilà, là, dans ce cas-là, il n'y a rien à voir avec la mère, par contre, c'est autre chose. Alors justement, ça peut être tout à fait quelque chose qui est propre à soi. Qui est distinct. Mais Winnicott le disait tout au long de son œuvre, la vie, c'est un mouvement, c'est une mouvance, si vous voulez, qui va d'un état de dépendance quasi absolue à l'autre, bon, disons maternel, mais pas exclusivement, qui va dans un mouvement d'intégration progressive d'éléments autres à la maman, avec la présence de la compagne ou du compagnon de la maman, des autres de la mère, et puis la société, la vie familiale, la société Alors, est-ce qu'on associe toujours un objet à un phénomène transitionnel ? Alors, pas forcément, parce que, la question de l'objet en psychanalyse et chez Winnicott, entre autres, alors, on va y revenir tout à l'heure, je vais essayer de vous dire quelque chose, mais c'est que la propriété, c'est intéressant, mais la propriété de l'objet en psychanalyse, sa propriété foncière, c'est de pouvoir être perdu. C'est pour ça qu'on parle avec Freud d'objets perdus et retrouvés. Par exemple, si vous prenez dans la ligne de ce que disait Françoise Dolto, si on prend par exemple ce qu'elle appelait la castration ombilicale, c'est-à-dire le fait qu'à la naissance, nous perdons la part qui nous a permis de vivre dans le ventre maternel, qui est le placenta. La castration ombilicale, c'est pas une perte d'une partie de la mère, c'est une perte d'une partie de soi qui nous a permis de vivre dans le ventre de notre maman, vous voyez ? La création de l'objet qui va aller au phénomène transitionnel, qu'est-ce que l'on veut dire ? Que voulait-il dire par création de l'objet, par exemple, le sein ? Voilà, alors on va prendre une métaphore. C'est pour Winnicott, c'est d'ailleurs assez beau comment il raconte les choses. Je vais essayer de le raconter de la façon la plus simple possible. La création du sein dans une forme de dialectique. Alors, la présentation de l'objet, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, l'object presenting, ça évoque pour Winnicott une scène mythique, celle du bébé qui n'a pas encore été nourri. Et Winnicott décrit cette présentation de l'objet comme la scène, tout à fait mythique, voire théorique, mais enfin, qui peut exister dans la réalité, le moment à l'enfant va être présenté le sein.
Vous voyez? Alors voilà ce qu'il dit. Et de cette présentation du sein à l'enfant naît la notion d'objet. Alors évidemment, c'est pas une notion que l'enfant a, disons qu'on l'a pour lui, hein, ce qui est très important pour son devenir. Hein. Donc voilà ce que dit Winnicott de façon très très simple. Si au moment précis où le bébé s'attend à quelque chose, hein, c'est-à-dire que vous voyez, s'il est dans l'attente, la mère offre le sein, et si elle lui permet de prendre son temps et d'explorer avec la bouche et les mains, peut-être avec son odorat, le bébé crée alors exactement ce qui se présente. Je poursuis, c'est Winnicott qui parle, puis j'expliquerai un petit peu. Finalement, il a, le bébé, l'illusion que ce sein réel est exactement l'objet qui a été créé à partir du besoin, du mouvement, impulse, de son amour primitif. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Évidemment, ça peut faire sourire certaines personnes, parce que ça veut dire que nous, les psychanalystes, après Winnicott notamment, nous prêtons à un bébé une vie fantasmatique, des éléments dont il n'a pas forcément conscience comme tel, et puis ce serait pas à même de le dire, puisqu'il ne parle pas encore avec des mots, mais dans lesquels il est pris et qu'il vit. Alors, reprenons un petit peu le schéma. Chez un bébé, par la tension de la faim, ce bébé-là, il est mis dans l'attente de quelque chose. Hein. À ce moment-là, si la mère vient avec son sein, dit Winnicott, et se dispose de telle sorte que l'enfant le trouve, l'enfant, pour Winnicott, a l'illusion qu'il l'a créé. Ça, c'est très important. Je pense que les auditeurs vont saisir. Winnicott dit, ce premier repas, ce qui est une première tétée, qu'elle soit au sein ou au biberon, ne change pas fondamentalement le problème. Il dit, voilà, une attente s'est développée chez le bébé, faite de l'attention pulsionnelle, l'attention de la faim. La faim le fait crier, hein, donc le met dans l'attente d'une réponse. Si ce qui le conduit à trouver quelque chose quelque part, sans savoir exactement de quoi il s'agit, c'est le sein, cette attente n'est comparable à rien d'autre. Si ce n'est qu'à un moment donné, et comme dit Winnicott, à peu près au bon moment, la mère offre son sein. Alors, vous voyez, en disant ça, Winnicott dit à peu près au bon moment, parce que c'est effectivement un peu une question de temporalité. Il faut que le bébé n'ait pas trop faim pour prendre le sein. Il ne faut pas non plus qu'il n'ait pas faim du tout, sinon il va s'endormir dessus. Il ne faut pas qu'il soit trop excité par la faim. Moi, j'ai vu ça. Un bébé trop excité par la faim, il s'énerve dans tous les sens, et du coup, sa petite bouche, son petit corps bouge dans tous les sens, et puis il ne peut pas saisir le sein. Hein, donc, il faut qu'il soit un moment où il est plutôt paisible, mais dans l'attente d'être nourri. Et là, répond une mère, disons, comme disait Winnicott, devoted, dévouée, enfin disons, moi je dirais plutôt assidue, qui est là. Donc, ce que dit Winnicott, si ce premier repas tété se passe bien, il dit, le contact est établi. Vous voyez? Alors il dit, c'est très beau d'ailleurs en anglais, si tout se passe bien, c'est le moment où, entre la mère et l'enfant, ça fait clic. Et il écrit le mot clic. Vous voyez, ça fait comme quand on met, sa ceinture de sécurité dans la fente là, ça fait clic, quoi. Mm-hmm. Donc on sent très bien l'image, c'est que si ça se passe bien, ça fait clic, c'est-à-dire que ça s'accorde. Vous comprenez? Et est-ce que, petite question, oui, il y a des fois où ça se passe pas bien? Parce que par l'observation et autres, on a l'impression que ça se fait un petit peu tout seul, là. Il y a la bouche qui trouve l'endroit où aller assez facilement, là. Le premier mécanisme de déglutition qui se met en place plus ou moins tout seul, là, alors que c'est une première quand même et autres. Il y a des fois où ça marche pas? Alors ça, bien sûr. Il y a des moments où c'est compliqué.
Et je crois que Winnicott a raison, hein, c'est que, par exemple, Winnicott, on voit bien qu'il était pédiatre, il disait, par exemple, une dame qui a les bouts de sein rentrés, ça peut pas marcher. Ah, c'est physiologique, là, d'accord. Moi qui ai pratiqué l'autonomie pré- et postnatale reçu des bébés, j'ai vu, moi, certaines mamans dont le bout de sein était un petit peu pas très bien sorti pour que le bébé le prenne en bouche, vraiment s'exciter le bout de sein comme, vous voyez, de façon très, très vive, pour le faire prendre une érectilité qui permettait au bébé de... pour essayer de nourrir, qu'il puisse aller dans la bouche, ouais. Absolument. Mais par exemple, il y a une chose, moi j'ai travaillé avec des gens qui aident les mamans pour l'allaitement, parce que c'est loin d'être toujours simple. Et ce que dit Winnicott est très juste, on sent bien que c'est une question d'accord temporel et relationnel. Si par exemple le lait coule trop fort du sein, parce qu'il est bien rempli, et que le lait gicle au fond de la gorge du bébé, le bébé il s'étouffe si vous voulez, donc il peut pas téter. Vous voyez, il y a des choses. Et puis il y a des éléments psychologiques aussi. Il y a des femmes d'abord qui veulent pas allaiter. Il y a eu une mode à une époque de ça, oui. Oui. Et puis un petit bébé énervé, une maman pas très rassurée, il peut falloir recourir à l'aide de quelqu'un. Les gens que j'ai rencontrés qui sont des conseillères en lactation, j'ai rencontré des gens très très chouettes avec qui les femmes pouvaient parler. Elles leur donnent des conseils très très utiles, très simples pour trouver l'accord. Moi j'ai rencontré ça dans mon travail, un accord qui se faisait pas parce que dans la tétée c'est tout un ensemble où le bébé est en contact avec le sein, la main avec le corps de sa maman. Il y a un échange des regards, il y a des paroles qui sont échangées, tout ça. Voilà. D'accord. Donc en fait, je vais résumer. On a un être qui vient de naître, qui est très géocentré. En fait, l'univers c'est un peu lui-même. Et apparaît un objet extérieur qui sert à le nourrir. Il va avoir l'impression qu'il est en train de le créer, c'est ça? Voilà. Et ça absolument. lui fait une espèce d'avancée, de conception du monde. Et donc la nécessité de distinguer l'objet conçu de l'objet perçu. C'est ça, en fait, ça veut dire quoi? Alors, tout ça voilà. Donc, ce qui est très important, c'est que lui, l'enfant a découvert cet objet parce que d'une certaine manière, il y a eu sa demande, sa faim, quoi. Alors, ce que la maman fait, c'est qu'elle donne. Alors ça, c'est tout à fait Winnicott. Moi, je trouve que c'est très beau, mais bon, après, ça se discute, comme toute chose, dans notre champ psychique. La maman donne au nourrisson l'illusion que ce qu'il y a là, le sein, c'est la chose créée par l'enfant. Alors, vous voyez, c'est très intéressant dans l'histoire de Winnicott, c'est-à-dire que c'est la maman qui donne au nourrisson l'illusion que ce qu'il vient de découvrir, il l'a créé lui. Vous voyez, donc ça veut dire que l'allaitement n'est pas une seule satisfaction physique nourricière, c'est une union affective dans laquelle il y a le début d'une croyance, à savoir quelque chose à quoi on peut avoir illusion. Alors, c'est très intéressant, cette histoire de l'illusion. C'est-à-dire que l'enfant, et c'est la mère qui le lui donne cette capacité-là, a l'illusion qu'il a créé le sein dont il est en train de téter la pointe et de bénéficier du lait et de la présence, bien sûr, de la chaleur maternelle. Alors, ça, c'est très intéressant parce que Winnicott a beaucoup parlé de l'illusion et il a beaucoup parlé du jeu. Et j'ai découvert, moi je m'intéresse beaucoup à l'étymologie, que le mot illusion, ça vient du latin, d'ailleurs en anglais comme en français, et du latin illudere, qui veut dire jouer. Alors, vous voyez que dans l'illusion, il y a le mot jouer, il y a le jeu. Vous voyez, illudere. Ah, ça a été lumineux pour moi quand j'ai découvert ça. C'est-à-dire que dans l'illusion, il y a la capacité de jouer, et dans le jeu, il y a la capacité de l'illusion qui est sollicitée. Ce que font d'ailleurs les enfants dès qu'ils se mettent à parler. Ils inventent des jeux, de la dinette, du restaurant, du bistrot, enfin voilà, des tas de choses comme ça. Alors, je peux poursuivre un petit peu, j'espère que ce ne sera pas trop fastidieux pour nos auditeurs, parce que moi je suis passionné, mais des fois quand on est passionné, on peut être un peu enquiquinant. Voilà, donc l'illusion de créer l'objet vient au bébé de ce que sa maman lui permet d'avoir cette illusion. C'est-à-dire, c'est intéressant parce que l'illusion du bébé vient de la capacité maternelle à rendre possible une telle illusion. Mais c'est logique, il y a un écart. C'est-à-dire, ce que le bébé a créé n'est pas exactement ce que la mère lui a présenté. C'est-à-dire que ce que lui a présenté la mère, c'est son sein à elle, qu'elle connaît, etc. Et ce que le bébé a créé, il l'a créé à partir de l'usage nourricier, ludique et on pourrait dire pulsionnel qu'il a eu de ce sein.
Et que, évidemment, l'illusion d'avoir créé un tel objet, elle va progressivement s'affaiblir dans un processus que Winnicott appelle de désillusion. C'est-à-dire que la désillusion, ça va être que progressivement, l'enfant découvre que cet objet qu'il a créé, il a une réalité extérieure. Et oui, c'est pas lui et il maîtrise pas tout. Voilà, il maîtrise pas tout. Le monde existe, si on peut dire, avant lui. Oui, non seulement si on peut dire, mais de fait. C'est-à-dire, vous voyez bien que ce que Winnicott, ce sur quoi Winnicott insiste, c'est pour dire que l'enfant, à ce moment-là, il est créatif. Et moi, je dis dans mon jargon, il est créatif. C'est-à-dire, il est actif dans la création. Il est à même de créer, mais vous voyez bien que ce qu'il crée, c'est quelque chose qui lui a été donné. Et alors, ce qui est important, c'est qu'il a créé ce qui lui a été donné, il l'a créé parce que ça lui a été donné, et si ça ne lui avait pas été donné, il ne l'aurait pas créé. C'est un peu compliqué de dire cela comme ça, mais c'est que l'enfant crée ce qui lui est donné, c'est-à-dire qu'il est le créateur d'un objet qu'il découvre parce qu'il lui est donné. Vous comprenez? C'est ça que Winnicott appelle la présentation de l'objet. Ce fait qu'il crée quelque chose qui est là. S'il n'avait pas été là, il n'aurait pas pu le créer. Vous voyez? Oui, d'où la notion de subjectif et d'objectif, de l'objet subjectivement conçu et de l'objet objectivement perçu. Voilà. Alors, Winnicott, il articule donc dans sa dynamique conceptuelle la nécessité de distinguer l'objet subjectivement conçu, tel qu'on vient d'en parler, de l'objet objectivement perçu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet, il a conçu, il a créé, comme on vient de l'évoquer, il s'avère que c'est un objet qui va être progressivement, pour Winnicott, objectivement perçu comme présent dans la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas seulement là parce qu'il l'a créé à un moment donné, mais il est là parce qu'il est dans le réel du monde. Mais qu'il l'a néanmoins créé, mais qu'il va avoir à se détacher de cette toute-puissance de la création pour découvrir l'illusion qu'il a eue de le créer, pour découvrir la réalité qu'il a dans le monde, dans l'existence. Alors, pour Winnicott, c'était très important parce que cette distinction-là, c'était pour éviter, pour Winnicott, ça avait une conséquence psychopathologique assez importante, c'était pour éviter de sombrer dans la folie, de croire que soit on a créé le monde et que on découvre en fait qu'il est créé par nous à notre manière, dans notre manière de venir au monde, mais que néanmoins il est bien créé en dehors de nous et que venir au monde, c'est venir à un monde qui existe en dehors de notre personne et qu'on n'a pas la toute-puissance de créer le monde de soi-même, de ex nihilo de soi. Voilà. Donc en fait, Winnicott tenait à manier la fonction du paradoxe, cette distinction qui est pour lui essentielle, c'est bien cela? Voilà, tout à fait. Winnicott, c'était un peu une pensée du paradoxe dans l'usage de l'objet. Alors, ça va me permettre d'expliciter ce que je viens de dire. Alors, pour lui, ce que je viens de vous décrire, là, sur la présentation de l'objet, la création du saint, en fait, c'est le maniement d'un paradoxe, dont j'ai essayé de traduire le ressort. Et pour Winnicott, le paradoxe, il était à soutenir et il n'était pas à résoudre. C'était, voilà, quelque chose à tenir comme tel, ce qui, pour moi, est très fécond. Il ne faut pas vouloir résoudre les paradoxes, mais faire avec, quoi. Alors, le paradoxe repose sur la formule suivante. Le bébé crée l'objet, mais l'objet était là, en attendant d'être créé et de devenir un objet investi par le bébé. Alors, Winnicott dit, mais on ne demande pas à un bébé, as-tu créé cet objet ou bien l'as-tu trouvé? Car les deux propositions sont vraies, dit-il. Si l'objet n'avait pas été là, il n'aurait pas été créé, il ne l'aurait pas créé. Je reprends un peu ce que je disais plus haut, mais j'espère un peu plus clairement. Mais en fait, il l'a bel et bien créé, l'objet attendait d'être créé, et du coup, l'objet transitionnel comme symbole, il représente la confiance que le bébé met dans l'union avec sa maman, qui lui permet de le créer. Vous voyez, c'est tout à fait paradoxal, mais c'est beau comme paradoxe. C'est-à-dire, cet objet est créé dans le paradoxe que l'objet était là avant que le bébé le crée,
Mais pour Winnicott, l'objet est bien créé, il n'est pas seulement trouvé. Vous voyez, il n'est pas seulement trouvé. Et surtout, c'est la mère qui l'autorise à conceptualiser et donc à conquérir le monde. Absolument, absolument. C'est-à-dire que que pour que l'objet soit créé par le bébé, il faut que l'objet soit trouvé, mais l'objet apparaît bien comme créé. Et Laura de Tiville a cette formule assez éclairante et simple. Elle dit: l'objet est ainsi trouvé et créé dans le même mouvement. Ça, si vous voulez, il faut vraiment... J'insiste parce que ça peut paraître un peu bizarroïde de dire ce genre de truc. En même temps, je crois que cliniquement, c'est très juste et ça se retrouve bien dans la clinique psychanalytique et dans la pratique de l'autonomie également. C'est-à-dire qu'il est trouvé et créé dans le même temps, cette chose, mais en même temps, cette chose créée doit être perdue par l'enfant à mesure que le réel lui apparaît sous la forme de principe de réalité. Vous comprenez? C'est-à-dire l'enfant va progressivement découvrir, oui, ce que j'ai créé là, j'ai eu cette belle illusion de pouvoir le créer, c'est une illusion tout à fait féconde, mais je m'aperçois, et c'est le paradoxe dans lequel je me trouve, en fait, je l'ai créé parce que je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé parce qu'il était là. Et c'est intéressant, cette chose que, moi je trouve ça très beau, que nous créons ce qui est déjà là, mais que la créativité réside dans la manière de ce qu'on en fait. Si vous voulez, par exemple, un artiste sculpteur, il va sculpter un morceau de bois. Bon, l'arbre dont le morceau de bois est extrait, il était là avant lui. Et n'empêche qu'en sculptant cette partie de l'arbre qui va devenir son œuvre, il a créé quelque chose qui pouvait être d'une certaine manière contenu dans l'arbre, mais qui n'aurait pas été révélé sans son œuvre, sans son acte créateur de sculpteur. Voilà. C'est-à-dire que si nous ne créons que ce que nous trouvons, vivre créativement, c'est être, on pourrait dire, dévoué ou voué à une œuvre, à une création. C'est pour ça que je pense que c'est très important de pouvoir, c'est pas tellement, comme le disait, comme on le voit bien, on voit bien par exemple les enfants, ils jouent avec une cuillère. Bon. Ou des fourchettes ou un couteau. Mais ils en font autre chose qu'une cuillère pour manger. Ils vont en faire le bras d'une pelleteuse dans le bac à sable. Ils vont en faire plein de choses qui sont non pas un détournement de l'usage, mais un autre emploi, un emploi créatif. Et la poésie, toute la poésie est comme ça. On a tous des mots, on peut créer des poésies sublimes avec les mots les plus simples du langage courant. Oui, on peut aussi le voir comme le début de l'apprentissage des contraintes et des réalités auxquelles il faut se soumettre, en fait. Absolument. Mais Winnicott, il devait avoir beaucoup d'émotions quand un enfant découvrait le principe de réalité, parce qu'il disait, c'est quand même une offense faite à la toute-puissance de l'enfant. Oui, c'est ça, on les voit petits, ils trouvent que ils tombent, ils veulent pas que ça tombe, ils veulent ça tombe pas. Enfin, il y a un passage comme ça où on rentre dans la réalité, on se rend compte que on ne crée pas tout, on ne maîtrise pas tout. On le voit chez les petits, effectivement, ce passage-là. Absolument. Oui. Et on le voit aussi chez des enfants qui se mettent à parler. On peut pas tout dire en même temps. Et il y a des moments, il y a des phases de bégaiement chez des enfants, souvent pas très durables, et on voit que ça se bouscule au portillon, qui voudrait dire tout en même temps. Et puis, non, les mots, ils viennent dans l'oralité. Il faut formaliser la pensée, il faut formaliser la pulsion, oui, bien sûr. Puis ils viennent dans la successivité, quoi. C'est ça, on rentre dans la matière et on doit travailler la matière. Absolument. Espace potentiel et aire intermédiaire d'expérience. D'accord. Alors, oui. Situons donc le mot de transitionnel, comme on l'évoquait tout à l'heure, comme ce qui relève du passage et du passager, voire du transitoire, de ce qui ne fait que passer, mais aussi de la transition, c'est-à-dire de l'action de passer, du passage intermédiaire, du transit, l'action de passer, d'aller au-delà. Le transitionnel témoigne de la valeur passante du entre, c'est-à-dire si on parle de transition, c'est qu'on parle de transition d'un élément à un autre, d'une chose à une autre. La mise en place de l'espace intermédiaire, mais c'est la mise en jeu de l'intervallaire, de ce qui se passe entre deux éléments. Alors, il faut peut-être repérer dans ce que Winnicott appelait l'ère transitionnelle. Winnicott, il dit ce qui se passe donc, on l'a vu, l'ère intermédiaire d'expérience, pour Winnicott, elle se situe par exemple, entre le pouce et l'ours en peluche, le teddy bear, comme ils disent les Anglais.
à laquelle... Alors, c'est un peu compliqué. J'espère que je vais réussir à vous faire saisir. Ce que Winnicott appelle l'ère intermédiaire d'expérience, elle est ni intérieure, ni extérieure, mais Winnicott dit cette ère intermédiaire d'expérience, donc qui se situe par exemple entre le pouce et l'ours, entre l'enfant et l'objet. À cette ère-là, dit Winnicott, on ne lui demande rien d'autre que d'exister comme un lieu de repos, vous voyez, comme un lieu où l'enfant peut se reposer dans la tâche humaine qui consiste, disait-il, à maintenir, alors je vais essayer d'aller doucement, la réalité intérieure et la réalité extérieure à la fois séparées et intimement mêlées, interrelated, disait-il. Alors, vous voyez, l'enjeu, c'est que cette ère intermédiaire, sa pleine fonction, c'est de maintenir séparée et reliée, c'est-à-dire distincte mais reliée, la réalité intérieure et la réalité extérieure. Pas de les, voyez, de les dissocier. Vous voyez, sinon, vous avez la réalité extérieure d'un côté, la réalité intérieure de l'autre, mais s'il n'y a pas de relation entre l'une et l'autre, on est écartelé entre deux réalités et comme quand on est assis derrière entre deux chaises, en général, on n'est pas loin de tomber. Voilà, je m'excuse de parler comme ça. Et justement, l'objet transitionnel, c'est ce que nous voyons de ce voyage au sein de cette ère transitionnelle. Et c'est beau parce que Winnicott utilise le terme de journey, voyage, c'est-à-dire que l'ère intermédiaire, elle est allouée à l'enfant entre, vous voyez, ça va rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, elle est allouée à l'enfant, elle lui est donnée, si vous voulez, entre la créativité, sa créativité, et la perception basée sur l'épreuve de réalité, sur le principe de réalité. C'est-à-dire, vous voyez, que de découvrir la réalité par l'intermédiaire du principe de réalité, ça ne vous fait pas perdre pour autant ni votre créativité, ni votre réalité intérieure. Alors, c'est très important cette question-là, parce que la conceptualisation de Winnicott est toujours ternaire. Or, vous l'avez remarqué comme moi, dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup d'éléments de la vie humaine sont réduits à des éléments binaires. Il faudrait que ce soit ou, et il faudra en plus choisir. Mais là, il n'y a pas à choisir entre la réalité intérieure et la réalité extérieure. Il y a simplement à les poser, à les entretenir comme articulés. Donc, Winnicott dit, cette ère-là, elle fait la transition de l'état d'union avec la maman, donc avec la mère, ou avec la personne qui a lieu, et l'état d'être en relation avec elle, avec l'autre, mais comme un être séparé. Moi, je trouve très intéressant ce développement de Winnicott de poser une ère de relation, une ère intermédiaire, où ne peuvent être en relation, donc reliés, que des êtres séparés. Sinon, on est fondus l'un dans l'autre. Alors, l'ère transitionnelle, du coup, elle n'est pas localisable dans un espace particulier. C'est l'ère du entre-deux, entre la maman et l'enfant, entre l'enfant et le monde extérieur, entre l'enfant et les autres, son père, etc. Et ce qui est tout à fait important pour Winnicott, il disait que là où il y a confiance et fiabilité, il y a deux mots en anglais, confiance et trust, fiabilité, reliabilité, il y a un espace potentiel. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'espace potentiel est en fait créé par la confiance et la fiabilité dans l'autre. Parce que vous ne pouvez pas créer un espace potentiel, c'est-à-dire tout en puissance, dans lequel peut advenir plein de choses, si vous n'avez pas confiance, sinon vous êtes dans la peur, dans l'effroi. Et que, du coup, cet espace potentiel qui naît de la confiance et de la fiabilité, il peut devenir, disait Winnicott, une ère infinie de séparation. C'est-à-dire que c'est le lieu de la réunion, le lieu du terrain de jeu intermédiaire, situe la créativité dans un espace du entre deux, entre un être et son œuvre, entre un être et son savoir, entre un être et ses relations. Et ça, pour moi, c'est très important parce que ça permet, ça c'est ce que disait Winnicott, de donner une place au jeu et à l'expérience culturelle. Et c'est pour ça qu'il donnait autant d'importance au jeu et à la créativité. Absolument, absolument. C'est tout à fait là que ça se situe. La possibilité de jouer et de créer se situe dans cet espace de confiance et de fiabilité que devient pour lui, du coup, l'espace potentiel. Potentiel, ça veut dire qui est plein de la puissance de créer quelque chose, quoi.